Vous ne sortirez pas vacciné, mais vous sortirez avec des informations, ça c'est sûr. La deuxième chose que je voulais vous dire, je voulais remercier mon équipe, Sabine, que vous connaissez tous maintenant, Anne-Sophie, Sophie, Natacha, qui sont nos assistantes préférées, Jerry, bien sûr, qui est récupéré et qui est avec nous, heureusement, et on est très contents, et Jean-Maurice Lereteux, et aussi une personne qui a participé avec Sophie, et Anne-Sophie, Sophie Cossanel, pardon. Donc, diapositive suivante, on va commencer directement. Je vous présente, allô, diapositive suivante. Je vous présente avec l'homme qui a permis de vacciner et d'inventer les vaccins et qui nous a permis d'organiser ce webinaire. C'est un ancien ami à moi et il faut savoir qu'il a découvert le vaccin à l'âge de 55 ans. Donc, tout n'est pas perdu pour ceux qui ont cet âge en moins. Diapositive suivante. Donc aujourd'hui, on va vous parler pas simplement de la COVID-19, mais de toutes les vaccinations. Les vaccinations avec la généralité, le rôle d'une vaccination, le PEV et le calendrier vaccinal d'un voyageur, ça sera fait par Sabine. La deuxième partie, vaccin COVID-19 dans l'épidémie d'intervention et quelques points d'attention sur la vaccination COVID, sera fait en coopération entre Sophie et Bernard et Jean-Maurice, et le volet communautaire sera mené par Anne-Sophie et Sophie, son amie, qui est à Sophie Cossanel. Voilà, donc je donne la parole à Sabine. Bonjour à tous, merci Bernard pour cette introduction. Voilà. Alors on va commencer par la définition de la vaccination. Alors le problème c'est que j'ai ce truc-là. Hop, je vais l'enlever. Je n'arrive pas. Voilà, je ne vois pas toute la diapo. Excusez-moi. Donc la vaccination est un acte préventif. Ça consiste à administrer à un individu en bonne santé au départ, une forme atténuée ou inactivée d'un agent infectieux, donc ça peut être virus, bactéries, etc. Ou simplement d'un de ses composants, d'un tout petit bout, une protéine, dans le but de déclencher une réponse immunitaire qui permettra à son organisme de se défendre ultérieurement contre cet agent. C'est-à-dire quand il rencontrera l'agent pour de vrai, il sera capable de se défendre. La vaccination, maintenant, est aussi utilisée à visée thérapeutique, notamment dans le traitement de certains cancers, notamment avec les nouvelles formes de vaccination. Donc la vaccination, elle a deux rôles. Elle a un rôle de protection individuelle et aussi un rôle de protection collective. La protection individuelle, évidemment, chaque personne vaccinée est vaccinée contre une maladie et va être protégée contre cette maladie. Son organisme va réagir avec deux types d'immunité. L'immunité sérique, qui est faite par les lymphocytes B, c'est la production d'anticorps spécifiques à des antigènes du micro-organisme. Et les lymphocytes T vont donner une immunité cellulaire. Tout ça, ça va être la mémoire immunitaire de l'organisme, et ce qui va permettre une réponse rapide et efficace avant l'apparition de la maladie, quand un micro-organisme va s'introduire dans le corps. Diapo suivante, Sophie, s'il te plaît. Merci. La protection collective, l'OMS considère que la protection collective du fait de la vaccination évite 2 à 3 millions de décès par an. En plus, la protection collective permet d'éradiquer progressivement un certain nombre de maladies potentiellement mortelles. La première à avoir été éradiquée est la variole, qui est éradiquée déjà depuis plusieurs dizaines d'années. La polio est en cours d'éradication. Malheureusement, ça n'a pas tout à fait réussi. Il y a encore quelques cas de polio sauvage en Afghanistan et en Pakistan. On reviendra sur les cas de polio africaines qui sont un peu différentes. Et la rougeole, pour lequel, là, pour le coup, c'est très compliqué. On n'a pas beaucoup avancé sur l'éradication. Le nombre de cas diminue, mais il y a encore des bouffées épidémiques un peu partout dans le monde, du fait d'absence de vaccination correctement suivie. Donc, la vaccination réduit le nombre de malades. En réduisant le nombre de malades, elle réduit la transmission d'une personne à l'autre. Ça protège aussi les personnes non vaccinées, quelle qu'en soit la raison. Par exemple, il y a des personnes qui ont des contre-indications qu'on ne peut pas vacciner. C'est la protection collective qui va les protéger. Donc, en fonction de la maladie, le pourcentage de personnes à vacciner pour obtenir cette protection collective est variable. Pour le Covid, on parle de 80%, mais je pense qu'on ne sait pas encore vraiment exactement. Pour la rougeole, il faut 95% parce que c'est une maladie très contagieuse. La protection collective permet aussi
de réduire le coût économique de ces maladies, parce que ça évite les complications, ça évite les hospitalisations et ça évite les handicaps résultant de ces maladies. Alors, un point qu'on aborde régulièrement sur la vaccination, c'est la sécurité vaccinale. C'est un point qui inquiète toujours. Le processus d'homologation des vaccins est le même que pour n'importe quel médicament. Ça passe par 3 phases d'essais cliniques. C'est long, c'est compliqué et tout est normalement étudié pour que, un vaccin ne sorte pas s'il ne répond pas à l'homologation de l'OMS et de chacun des pays qui vont l'utiliser. Au cours de ces phases, il y a évidemment un report des effets indésirables. Alors, les effets indésirables, c'est l'autre grand problème des vaccinations. C'est vrai qu'on ne supporte pas bien d'avoir des effets indésirables sur de la prévention. Autant sur de la thérapeutique, quand on est soigné pour quelque chose, on accepte des effets indésirables. Quand on prévient quelque chose, c'est beaucoup plus difficile d'accepter des effets indésirables. Parce qu'a priori, on est en bonne santé. Donc, tous les vaccins peuvent en avoir, comme n'importe quel médicament, comme n'importe quel traitement. Bon, pour les vaccins, c'est essentiellement local, hein, tout le monde a eu mal au bras et des inflammations au point d'injection après un vaccin. Il peut y avoir des effets plus généraux, comme de la fièvre, des douleurs. Les effets graves sont exceptionnels et sont surtout liés aux vaccins vivants atténués, comme on va voir après. La balance bénéfice-risque doit rester évidemment positive pour que le vaccin soit mis sur le marché. Alors, il y a différentes familles de vaccins. Donc, les vaccins vivants atténués qui entraînent la meilleure réponse immunitaire, mais comme ils sont vivants par définition, même s'ils sont atténués, ils peuvent entraîner un petit risque infectieux. C'est vraiment, on fait la maladie à minima. Donc, il y a un petit risque infectieux chez les immunodéprimés, bien sûr, et dans l'entourage, par excrétion du virus dans les fluides biologiques. Notamment, justement, c'est le cas pour la polio. La vaccination orale polio est une vaccination vivante et on peut retrouver du virus dans les selles des enfants vaccinés qui peuvent transmettre la maladie à certaines populations fragiles, d'où les résurgences de polio dans certains pays d'Afrique qui sont des polios liés au virus vaccinal. Donc, c'est à utiliser avec précaution, les vaccins vivants atténués. Ensuite, il y a la grosse majorité des vaccins sont des vaccins inactivés, donc soit entiers, enfin, soit le micro-organisme est entier, soit il est fractionné, c'est des petits bouts qui servent à faire la réponse immunitaire. Les vaccins peuvent être monovalents, comme le vaccin hépatite B, par exemple, ou polyvalents, comme le vaccin pneumocoque, par exemple, ou dans le pneumo 23, comme son nom l'indique, il y a 23 types de gènes de pneumocoque différents dans le même vaccin. Ils peuvent aussi être combinés, comme le DT polio, par exemple, où on a de la diphtérie, le tétanos, polio, la coqueluche, l'hexavalent, même pour les enfants, où on ajoute en plus l'hépatite B, etc. Tout ça dans la même seringue, ce sont des vaccins combinés. Maintenant, on a aussi les vaccins fabriqués par génie génétique, qui se sont évidemment beaucoup développés avec le Covid, où l'antigène est produit à partir d'un gène cultivé dans une cellule. Donc, on a les vaccins à ARN messager, dont on a beaucoup parlé, utilisés pour la première fois pour les vaccins anti-Covid, et les vaccins vectorisés, donc où la protéine du micro-organisme contre lequel on veut protéger est portée par un autre virus non pathogène pour l'homme, un adénovirus, un virus rougeoleux ou autre. Alors, pour parler du calendrier vaccinal, chaque pays, chaque nation a un calendrier national de vaccination. Pour le mettre en place, l'OMS émet des recommandations. Ça permet d'aider chaque pays à gérer son calendrier vaccinal. Donc, il y a des vaccinations de routine qu'on retrouve un peu dans tous les pays, qui sont pour les nouveau-nés, les nourrissons, enfants, puis les adolescents, et même pour les adultes, avec des rappels qui sont universels pour les adultes. Le BCG, qui est le vaccin contre la tuberculose, est fait dans les pays où la bacille circule. On le fait en général une fois dans la toute petite enfance. Maintenant, on ne le refait plus parce que plus on avance en âge et moins il est utile. L'hépatite B est recommandée aussi dans tous les pays du monde à peu près. On doit avoir reçu 3 ou 4 doses en fonction du protocole vaccinal. La polio, existe soit un vaccin injectable associé au DT polio, enfin au DT coqueluche, ou il existe aussi un vaccin injectable seul, ou un vaccin oral, comme on disait tout à l'heure, où il est essentiellement utilisé en vaccination de masse en Afrique, ou je crois aussi un petit peu en Asie, mais surtout en Afrique.
Diphtérie, tétanos, coqueluche, donc qui doit être fait tout au long de la vie. L'hémophilus influenza et le pneumocoque sont des vaccins qui sont surtout faits chez les tout petits pour éviter les méningites. Rougeole, oreillon, rubéole, c'est une association des 3 vaccins donc, qui sont vivants atténués, où on doit faire 2 doses pour protéger toute sa vie. Le papillomavirus humain, donc, qui était fait surtout chez les filles, commence à être fait aussi chez les garçons pour qu'ils ne contaminent pas les filles. C'est le vaccin qui protège contre le cancer du col de l'utérus. Donc, il est devenu recommandé en France pour les garçons depuis 2021 seulement. Le rotavirus, qui est un vaccin contre les gastro-entérites des petits de moins de 3 à 2 ans, plutôt 2 ans, et qu'on ne fait que dans les pays maintenant où il y a beaucoup de gastro-entérites. Sophie, merci. Dans le calendrier vaccinal, certains pays recommandent d'autres vaccinations en fonction évidemment des maladies circulantes dans le pays. La fièvre jaune est recommandée dans les pays d'Afrique subsaharienne, enfin, fait partie du calendrier vaccinal dans les pays d'Afrique subsaharienne et dans les pays d'Amérique latine. Le méningocoque est recommandé, alors soit la vaccination C, le méningo C, soit le méningo A, soit le tétravalent en fonction des pays. L'hépatite A est recommandée ou obligatoire dans certains pays où l'hépatite A circule beaucoup. La polio, liée à des recrudescences d'infection du virus vaccinal oral, donc il y a des endroits où la vaccination du coup est demandée 1 an avant de venir dans le pays. L'encéphalite japonaise fait partie du calendrier vaccinal d'un certain nombre de pays d'Asie, comme la Corée, la Malaisie, la Thaïlande, etc. L'encéphalite attique la vaccination contre l'encéphalite attique fait partie du calendrier vaccinal des pays d'Europe de l'Est et de la Suisse, je crois maintenant, parce qu'ils en ont eu beaucoup. Et la rage est recommandée dans tous les pays endémiques. La typhoïde est peu utilisée finalement. Alors, certaines vaccinations sont recommandées en fonction du profil d'un individu. La varicelle, par exemple, va être recommandée dans le cadre d'une famille, enfin dans les membres d'une famille dans lesquels il y a un immunodéprimé. Parce que l'immunodéprimé doit être protégé contre la varicelle, il ne peut pas avoir le vaccin lui-même parce que c'est un vaccin vivant. Le choléra est recommandé dans des circonstances très particulières de personnel de santé dans des camps de choléra essentiellement. La dengue est assez peu pratiquée, mais peut l'être dans certains pays d'Asie. Le méningocoque, il va être recommandé aux personnes qui partent, par exemple, sur le pèlerinage de la Mecque, systématiquement. Le pneumocoque va être recommandé pour les personnes immunodéprimées. La grippe, on connaît. Et le Covid est recommandé en fonction des facteurs de risque individuels dans beaucoup d'endroits encore. Et ensuite, les vaccinations liées à une épidémie, la grippe saisonnière, on la retrouve là aussi. Ebola, qui n'est fait que dans le cadre d'épidémies. Et le Covid, pour lesquels les vaccins ont été développés dans le cadre d'une épidémie. Donc, certains vaccins se retrouvent évidemment dans plusieurs de ces catégories. Pour les voyageurs, les expatriés et tous les DMI, la recommandation est évidemment d'être à jour de son calendrier vaccinal normal de son pays, avec toutes les vaccinations de routine. Donc, l'hépatite B, il faut avoir eu 3-4 doses. DT, polio, il y a un rappel tous les 10 à 20 ans selon les pays. Alors, en France, maintenant, c'est 20 ans. On est vacciné à 25 ans, 45 ans, 65 ans. La polio, donc, il faut, dans certains cas, refaire une injection si on va dans un pays ou si on sort d'un pays où il y a une petite épidémie. Rougeole, oreillon, rubéole, si on n'a pas été malade dans l'enfance, on doit avoir la vaccination, avoir reçu 2 injections pour voyager. Enfin, ce n'est pas obligatoire, mais c'est nécessaire de le faire. Le BCG, on l'a dans l'enfance, on ne le refait pas, mais si on est expatrié avec des petits-enfants, ça peut être important de le faire. Et l'HPV pour les jeunes. Alors, quand il y a eu un retard dans les rappels, il est inutile de refaire toutes les injections comme on le faisait avant. Maintenant, on ne fait que le nombre d'injections manquantes. Par exemple, vous avez été vacciné à 15 ans et vous n'avez pas eu le rappel de 25 ans. Vous avez 30 ans, vous devez partir, ou même vous êtes en France, il faut faire le rappel et on vous fera le prochain rappel à 45 ans. On ne vous fait pas un rappel de rappel supplémentaire. On ne recommence plus le protocole vaccinal. Alors, ce qu'on a constaté cette année, c'est qu'il y a eu énormément de retard dans le calendrier vaccinal des enfants partout dans le monde à cause de la pandémie. C'est-à-dire qu'il y a eu
une inquiétude d'aller chez les médecins pour se faire vacciner ou pour faire le suivi des protocoles vaccinaux des petits. Et donc, il y a un énorme retard dans ces vaccinations. C'est à prendre en considération parce que, du coup, certaines maladies pourraient réapparaître ou pourraient se redévelopper. Sophie, merci. La vaccination liée au pays de destination. Donc, évidemment, si vous êtes dans un pays où il n'y a pas de fièvre jaune et que vous allez dans un pays fièvre jaune, il va falloir vous vacciner. La liste de ces pays est disponible sur le lien qui est noté là, donc sur le site de l'OMS. C'est surtout l'Afrique subsaharienne et l'Amérique du Sud. Le méningocoque va être nécessaire dans tous les pays du Sahel de décembre à juin, qui est la période de circulation de l'épidémie de méningite. L'encéphalite japonaise doit être faite pour les pays d'Asie, l'encéphalite attique pour les pays d'Europe de l'Est. Le vaccin antirabique est quand même très souvent recommandé maintenant, dès qu'il y a, pour tous les pays d'endémie, avec en tête l'Inde, mais dans beaucoup d'autres pays d'endémie, parce que les immunoglobulines sont rarement disponibles dans les pays en développement, dans les pays à faible revenu. Les immunoglobulines sont très chères et se périment très vite. Donc, il y a souvent du vaccin. On peut faire la vaccination post-exposition, mais pas les immunoglobulines. Donc, si on est vacciné avant de partir, on est déjà en partie protégé. On n'aura que 2 injections à faire. Alors après, les 2 dernières vaccinations qui sont strictement liées aux épidémies pour les voyages, c'est la vaccination Covid. Elle est évidemment indispensable en cas de facteur de risque et pour voyager à tous les voyageurs humanitaires, mais probablement aussi tous les autres voyageurs, elle doit être proposée. Doit-elle être imposée? C'est une question. Pour les humanitaires, probablement. Et le type de vaccin utilisé sera fonction de l'âge et des facteurs de risque. Ça, vous reverrez ça dans les présentations suivantes. Et la vaccination Ebola, c'est un vaccin vivant atténué. Donc, il est disponible uniquement dans les pays en cours d'épidémie. La vaccination se fait en anneau. On vaccine aussi le personnel de santé dans le cas des épidémies. Il est distribué uniquement par l'OMS en fonction des besoins avec des stocks prédisposés, notamment au Kenya. Et il est nécessaire, évidemment, pour une mission humanitaire dans une zone d'épidémie, en particulier si vous partez comme personnel de santé. Et l'immunisation ne se fera que 10 jours après l'injection. C'est-à-dire que vous ne pourrez effectivement commencer votre mission que 10 jours après avoir été vacciné sur le terrain. Voilà. Je laisse la parole à Sophie. Merci Sabine. C'est Sophie qui va vous présenter les résultats en premier des questionnaires. Sophie. Bonjour à toutes et tous. Donc on a passé un questionnaire au niveau des délégations, dont l'objectif était de recueillir des informations générales sur la réponse vaccinale à la pandémie, donc dans nos pays d'intervention de la Croix-Rouge. Nous avons reçu des réponses de la RDC, Guinée, Mali, Mauritanie, du Congo, de la RCA et du Tchad. Donc toutes les réponses que je vais vous exposer sont uniquement dans ces pays. Je vais vous les présenter sous forme de graphique. Il y a juste un élément que je voulais vous présenter juste comme ça, que en fait, il y a très peu, voire pas d'expatriés Croix-Rouge qui sont vaccinés contre la Covid au sein des délégations. Alors, nous avons voulu savoir exactement quels vaccins sont prévus pour lutter contre la Covid. Donc, on peut voir sur ce graphique que l'AstraZeneca a été principalement distribué, donc comme par exemple en RDC, au Mali. Et ensuite vient en deuxième position le Sinopharm, qui est le vaccin chinois. Après, vous avez les autres vaccins, mais je ne vais pas rentrer dans les détails plus que ça. Ensuite, nous avons demandé quelle était la population qui était visée par cette vaccination. Donc, on peut voir que, comme en France, c'est les personnels soignants et les personnels âgés qui sont visés en premier, et après, les personnes avec comorbidité. Donc, par exemple, les personnels soignants et personnes âgées, c'était en Mauritanie, en Guinée, au Congo et au Mali. Après, il y a certains pays
qui ont visé des catégories de population plus spécifiques, comme les zones minières, les candidats au Hadj et la prison et les prisons en Guinée, par exemple, que vous voyez ici. Ensuite, nous avons voulu savoir quelle était exactement la stratégie de vaccination des pays. Donc, on peut voir principalement que la stratégie première est la vaccination intégrée directement dans les structures de santé. Ensuite, il y a certains pays comme le Congo, la Guinée qui ont des centres de vaccination dédiés. Et après, de manière plus exceptionnelle, il y a des équipes vaccinales mobiles, des stratégies avancées, etc. Ensuite, nous avons voulu savoir quelles sont les activités qui sont mises en place ou qui sont prévues prochainement par la Société nationale hôte. Donc, on peut voir que nettement que les sensibilisations et dialogue communautaire est prévu ou a été mis en place. Et vient en deuxième position les mécanismes de feedback communautaire. Et une des dernières questions qu'on a pu poser, c'est est-ce que la vaccination est-elle disponible pour le personnel des sociétés nationales hôtes? Et on peut voir que principalement, elle est disponible. Après, comme je l'ai dit au début, tout le monde ne se fait pas forcément vacciner, mais la possibilité est là. Voilà pour le questionnaire, ce qui en est ressorti. Je laisse maintenant la parole à Bernard pour la suite qui va vous exposer un peu plus les vaccins et comment mettre toute cette stratégie vaccinale en place. Avant que Bernard prenne la main, on a une question pour Sabine. Quelle est la durée de protection du vaccin Ebola? Je ne sais pas, Sabine, si tu es encore par là. Je suis là. Mais pour le moment, on ne la connaît pas très bien. Au départ, quand il a commencé à être utilisé, on l'avait évalué sur 3 mois, donc c'était efficace sur 3 mois. Il semble, d'après ce qui se passe en RDC et un cas récent d'Ebola dans l'est de la RDC, je crois que c'était Kivu, de la dernière épidémie, que le vaccin n'ait pas été efficace plus d'1 an. Donc, on n'a pas beaucoup de recul et pas beaucoup de suivi pour le moment de ce vaccin Ebola. Donc, en tout cas, à ce que je sache, je ne sais pas si Vincent, toi, tu en sais plus sur cette efficacité. Moi, je n'ai pas retrouvé d'études sur ce sujet. Non, effectivement, merci beaucoup. Pas forcément d'informations supplémentaires là-dessus. Effectivement, on n'a pas encore un recul très important sur ça. Et on a une deuxième question. Par rapport au processus d'homologation des vaccins et des 3 phases d'essais cliniques, qu'en est-il du vaccin Covid-19 avec les différents vaccins existants actuellement? Du coup, peut-être pour répondre directement. La suivante. Pardon? Bernard, tu veux répondre ou... Vas-y, Bernard. Oui, on va voir ça dans la diapositive suivante. Des Parfait. vaccins. On est d'accord. Et je te donne, tout à fait, je te donne la 3e question au passage, comme ça tu pourras l'aborder dans la présentation. C'est une personne qui a déjà fait le Covid, est-elle immunisée? Voilà, je vous laisse rends la parole. Ok, tout ça, je vais l'expliquer après. Merci beaucoup. Diapositive suivante. Et voilà les différents types de vaccins utilisés dans la COVID-19. Donc, vous avez vu, donc, je vous ai fait un petit tableau là avec le stockage, le lieu de production, le stockage, le schéma vaccinal recommandé et les effets indésirables. Pour répondre à la question qui a été posée, ils sont surtout tous efficaces à presque 90-95%. Ça veut dire que quand même que sur 100 personnes, ils ne sont pas efficaces. Donc ça veut dire quoi qu'effectivement, on peut déjà attraper la Covid en étant vacciné avec les 2 doses. Ça, c'est une première conséquence. La deuxième réponse à la question posée, alors c'est de dire que, je ne me rappelle plus la question maintenant, tu peux me rappeler, j'avais une idée mais j'ai perdu, Vincent? Excusez-moi, j'ai été vacciné et je ne me rappelle de rien. Donc, Vincent, tu peux me dire qu'est-ce qui était la question? J'ai perdu la question en route.
en répondant. Est-ce que tu es La question, immunisé si c'était tu as sur eu le Covid? l'immunité. Non, Si mais tu as déjà eu le Covid. La COVID, je la sais, mais la première question, je voulais ajouter quelque chose et j'ai oublié. La première question, c'était sur l'état, en fait, sur les Oui, phases. la recherche, oui, oui. Voilà. Comment se faisait l'homologation, je ne sais plus comment on dit maintenant. Bon, toujours été qu'il y a 3 phases. Il y a des phases où vous avez moins de 1000 patients, où c'est sur des animaux. Après, vous avez une phase avec des 1000 patients. Et après, il y a une troisième phase avec, je crois, 5000. Et après, à grande échelle. Et c'est une fois qu'il y a eu une grande échelle que le vaccin est homologué par l'OMS, c'est-à-dire qu'il faut quand même un certain nombre de personnes, je ne me rappelle plus le chiffre exactement, mais je crois que c'est plus de 30 000 personnes sur lesquelles on fait des études vaccinales. Et c'est pour ça qu'on n'a pas toujours toutes les informations sur un vaccin, parce que là, par exemple, on n'a pas le recul à moins d'un an, puisque tous ces vaccins-là sont mis en place que depuis le début de l'année, donc vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer, combien de temps vont durer l'immunisation des vaccins qui a été posé, qui ont été dont vous avez reçu le schéma vaccinal complet au mois de mars, par exemple. Donc, on sait que ça dure 3, 6 mois, 9 mois, on ne sait pas, mais à mesure qu'on avance, on a plutôt des bonnes nouvelles, notamment avant qu'on me pose la question sur les variants. Il y a beaucoup de variants qui sont sensibles aux différents vaccins, peut-être un peu moins sur l'AstraZeneca pour le variant sud-africain, même c'est sûr, mais en général, voilà comment se passe l'homologation des vaccins. Et voilà. Je voulais vous rappeler qu'il y avait toujours des effets indésirables, comme l'a dit Sabine, avec les vaccins, et que c'est vrai que c'est la première question qu'on vous pose dans les centres de vaccination quand vous faites la vaccination. Dès que vous avez injecté, on vous dit ah, j'ai rien senti, mais qu'est-ce que je vais sentir après? Donc on explique que vous avez toujours des douleurs au point d'injection et peut-être des douleurs musculaires et rarement de réactions graves. D'accord. Je ne vais pas vous détailler le tableau, vous le retrouverez dans le webinaire. Diapositive suivante, à savoir que tous les vaccins ont été homologués sauf le russe qui est sur le point qui est toujours parce qu'on n'a pas toutes les données et donc c'est un peu compliqué sur ce vaccin. Alors, Bernard, on a une question sur combien de temps doit durer la période d'homologation? La période, alors, normalement, c'est très long. Ça dure souvent entre 1 an et demi et 2 ans, sauf qu'il y a une procédure accélérée d'homologation des vaccins par l'OMS, mais qui n'a pas, justement, qui n'a pas négligé les différentes phases. Donc, les phases d'homologation ont été respectées, sauf qu'on a mis beaucoup d'experts pour étudier les dizaines et les dizaines de milliers de pages pour homologuer ces vaccins-là. Et sur la réponse, si on a eu la Covid, c'est ça, est-ce qu'on est immunisé? Ben, vous êtes en partie immunisé, mais oui, il est nécessaire de faire une injection d'un vaccin. Voilà. C'est ce que je voulais dire sur le questionnaire par rapport à ce qu'a présenté Sophie. Donc là, je vous ai marqué les considérations pratiques pour la mise en œuvre de la vaccination. Bernard, avant de partir, excuse-moi, du coup, sur les considérations pratiques, une dernière question sur le lieu de production des vaccins AstraZeneca de Covax. Est-ce que c'est ceux qui ont été produits en Inde? Je ne sais pas répondre à cette question. En tout cas, si c'est en Inde, c'est la même chose qu'en Europe, hein. Il y a une garantie. Il y a une garantie sur la production, hein. Je veux dire, personne ne peut se lancer dans la production de vaccins sans avoir un degré de qualité minimum qui est imposé par l'OMS et les gens qui vérifient toutes les étapes de la production vaccinale, hein. Il faut savoir qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui ont travaillé sur ces vaccins-là, hein. Donc, franchement, c'est pas là que il ne peut pas trop y avoir de falsification de vaccins. Du moins, à mon avis, ce n'est pas encore arrivé. D'accord. Alors, diapositive suivante. Donc là, j'ai anticipé l'accessibilité vaccinale et comme elle a montré les diapositives de l'enquête à laquelle vous avez répondu. C'est dommage que vous n'ayez pas tous répondu parce qu'on aurait plus de données, mais il faut savoir que, par exemple, le type de vaccin, il faut savoir, le choix est très compliqué, surtout dans vos pays, parce qu'il y a la chaîne du froid qui rentre en compte.
il y a le stockage, la manière de le distribuer, mais il y a aussi la définition des populations cibles, hein. C'est-à-dire, là, on a vu que c'était l'AstraZeneca. Alors, c'est le vaccin qui n'est pas le plus efficace, c'est vrai, mais encore une fois, l'idée de la vaccination Covid, ce n'est pas de vous empêcher d'avoir la maladie, hein. C'est de vous empêcher de finir aux urgences et en réanimation, surtout sur les personnes âgées. Et or, on a vu que le facteur de risque est de 10 à 20 fois plus pour une personne âgée de 80 ans par rapport à une personne âgée de 55 ans. Donc, ça vaut vraiment le coup. Or, l'AstraZeneca est parfaitement adapté, on l'a vu dans les populations cibles du questionnaire, c'est-à-dire que les pays ont choisi de vacciner les personnes soignantes et les personnes âgées. Et c'est exactement la stratégie qu'a pris la France, puisque tout le personnel soignant en France est censé être vacciné et les personnes âgées, le plus souvent, elles sont toutes vaccinées, sauf une partie résiduelle qui est au-dessus de 75 ans et c'est des problèmes d'accessibilité. Donc on pourra revoir ça plus tard. Identifier les ressources nécessaires, c'est la troisième chose que doit faire un État ou le ministère de la Santé qui veut vacciner, c'est identifier les ressources nécessaires. Alors il y a marqué médecins, IDE minimum. Je pense que sur les pays comme les vôtres, des médecins, il n'y en a pas beaucoup. Donc si on attend de faire un système où il y a un prescripteur qui valide le questionnaire et une personne habilitée, infirmier, sage-femme ou autre profession médicale pour faire la vaccination, il est évident que les pays n'auront pas beaucoup de chances de vacciner. Donc, je pense que ce critère est pas applicable pour vous, mais il faut au moins quand même qu'il y ait un personnel soignant qui est capable au moins d'identifier les 2 ou 3 vraies contre-indications qui peuvent entraîner un problème sur place quand vous vaccinez. Donc, il y a aussi ce que vous avez vu aussi, hein, ils ont évalué le type et la capacité des centres de vaccination à ouvrir. Donc, on a vu dans les réponses de Sophie qu'ils avaient choisi de faire ça dans des hôpitaux et puis de peu produire de centres dédiés. Alors, là où j'avoue que c'est une chose qu'on ne sait pas trop, c'est la prise de rendez-vous et de la première, deuxième dose et le registre d'enregistrement unique des personnes vaccinées. Franchement, c'est compliqué. Là, je ne peux pas vous expliquer, je ne sais pas quels outils informatiques ils vont utiliser. La France utilise un système où vous rentrez votre carte vitale. Ensuite, avec le numéro de la carte vitale, il vous propose le nom de la famille qui est relié à cette carte vitale. Vous choisissez le patient qui vient se vacciner pour la première dose. Vous avez un onglet qui s'appelle éligibilité et quand cet onglet est validé, à ce moment-là, il passe à la première vaccination et vous oblige à marquer le nom du vaccin et aussi le nom du lot, le numéro du lot et aussi si vous avez vacciné bras gauche ou bras droit. Et en fait, après, normalement, quand vous passez pour l'enregistrement pour venir à la vaccination pour la première dose, vous avez directement le rendez-vous pour la deuxième dose. Diapositive suivante. Donc là, je vous ai mis dans les considérations pratiques un centre de vaccination. Bon, ce n'est pas le plus beau centre du monde, ça c'est clair. Avec Vincent, on a eu l'occasion d'aller visiter plusieurs centres, aussi bien l'hôpital Henri Dunant qu'à Courbevoie ou à Meudon. Bon, les centres sont très différents et ils dépendent évidemment de la personne qui va concevoir le centre. Et ils dépendent surtout de la place que vous avez pour faire votre centre. Mais en général, c'est toujours une marche en avant, c'est-à-dire vous rentrez et vous faites le tracé tout bleu, là, le premier, vous tournez, là, vous faites l'évaluation prévaccinale. Donc, normalement, c'est l'enregistrement, et puis là, vous allez, une fois que vous êtes validé, vous passez à l'attente devant la zone d'injection. Après, normalement, vous avez la consultation médicale, c'est ce que je vous disais, où nous, en France, on a un médecin et à côté, les infirmiers qui vaccinent, et il y a toujours une zone d'observation, hein.
qui est obligatoire avec un local de repos où vous pouvez vraiment, s'il y a un incident, venir ici parce qu'il y a quelques incidents de temps en temps. Donc le circuit doit toujours la marche en avant. Bien sûr, il y a un stockage de vaccins, une salle de préparation après des vaccins, comme vous pouvez le voir. Et après, suivant, là, il n'y a qu'un box, par exemple, de vaccination, mais après, on vous amène les vaccins. Par exemple, le Pfizer, c'est sept injections préparées que vous avez dans un petit dans un pochoir en papier solide et vous vacciner à coup de 7, 7, 7, 7 et puis vous faites 2 journées, vous avez fait 48 ou 50 vaccinations en 4 heures. Donc, le box de vaccination avec tout ce qu'on a. Donc, il y a l'enregistrement, le prise de rendez-vous pour le deuxième rendez-vous, la salle d'attente près, le box de vaccination. Donc, nous, dans la box à Meudon, par exemple, il y a le médecin qui est en même temps que l'infirmière. Bon, alors, sinon, vous avez un médecin pour 5 box. Bon, voilà, chacun passe là pour voir le médecin et avoir la validation. Et il y a la salle de surveillance post-vaccinale où, effectivement, après, s'il y a des malaises, vous vous retrouvez dans le local du secouriste qui est le local de repos. Diapositive suivante. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Bon, qu'est-ce qu'il faut bien anticiper? C'est l'utilisation des doses. La conservation des flacons nécessite un comptage précis, surtout en fin de journée, des doses restantes. C'est ce qui se passe en France. Et ils ont même créé une application, la dernière dose, je ne sais pas comment elle s'appelle. Et donc, c'est vrai que c'est assez particulier, mais après, quand vous êtes dans un centre de vaccination où il y a plusieurs boxes, il y a toujours à demi-heure avant la fin de fermeture, vous avez quelqu'un qui passe combien tu as de doses, combien tu as de doses, combien tu as de doses. Ah, tu as 3 doses, est-ce que tu peux m'en donner une parce que j'ai une personne qui arrive et je peux la vacciner. Donc, c'est la course, en France, on dit la course à l'échalote, là, c'est la course à la vaccination. Et effectivement, devant le centre de vaccination, il y a toujours quelques personnes qui sont là, espérer prendre la dernière dose. Et à ce moment-là, on compte jusqu'au bout et à un certain moment, si ça se vaccine jusqu'à 18h, à 17h45, on arrête le centre et on compte les dernières doses. Et s'il en reste 6, les 6 premières personnes qui attendent devant votre centre de vaccination, ils rentrent. La technique, bon, je la cite parce qu'elle est intramusculaire dans le deltoïde, aiguille perpendiculaire. Bon, alors ça ne parle pas beaucoup, mais ça veut dire quoi intramusculaire? Ça veut dire qu'on enfonce vraiment l'aiguille juste dans le muscle. Hein. Ça veut dire qu'on ne fait pas de pli cutané comme quand on fait une vaccination sous-cutanée. Hein. Il faut bien écarter. Donc, ça, c'est une technique, mais je vous le dis parce que on peut oublier, et si on ne l'a jamais fait, on a peu tendance à. Et par exemple, hier, on a eu un incident dans le centre de vaccination, je suis passé voir une fille qui a absolument critiqué la technique de l'intramusculaire parce qu'elle avait eu, quelqu'un y avait fait la technique de la sous-cutanée, elle n'avait pas eu mal, et avec l'intramusculaire, elle avait eu mal. Bon, voilà. Et donc, ça fait des petits scandales, comme toujours en France, vous connaissez ça, il n'y a pas de souci, ça a été réglé. Les effets désirables post-vaccinaux mineurs, retard, et donc il faut informer les patients, hein, c'est ce que je vous ai dit sur les effets indésirables du patient, du vaccin sur les patients, hein, c'est toujours des douleurs, un peu de fièvre, un peu de courbature, bon, ça dépend du vaccin utilisé. Et les effets immédiats, c'est pour ça qu'on fait la zone de post-vaccination, où vous restez là 15 minutes à 30 minutes. C'est le prescripteur qui décide si on va faire 15 ou 30 minutes. Effectivement, c'est souvent des personnes qui sont assez anxieuses ou qui font un malaise vagal ou un choc anaphylactique. Et il est évident que le centre de secours doit avoir de l'adrénaline et qui doit surtout savoir s'en servir de l'anapène, etc. Donc, il faut savoir que ça arrive. Alors, le choc anaphylactique, il faut savoir que ça arrive rarement. Mais enfin, quelqu'un qui a eu un choc anaphylactique, quand il vous parle soit des aliments, soit un vaccin intérieur, c'est encore plus important, ou soit suite à une autre raison, il faut savoir que, par exemple, c'est une personne, vous pouvez la vacciner, mais il vaut mieux être très prudent et la garder 30 minutes, parce que si elle fait un malaise, elle fera le malaise dans votre
dans votre centre de santé. Et dans ce cas, vous pourrez l'isoler dans la pièce que je vous ai montrée. Vous pourrez l'examiner. Et s'il y a les critères du choc anaphylactique, vous lui ferez un ANAPEN. Et si vous n'avez pas ces critères-là, il se reposera. Mais en attendant, vous appelez le 15 et puis le 15 prendra la suite si c'est vraiment un choc anaphylactique. Voilà. Diapositive suivante. Voilà, je vous ai mis un questionnaire, c'est un questionnaire minimum parce que avez-vous un test PCR? Alors, je ne sais pas où je l'ai trouvé ce questionnaire, mais oui ou non, dans les 3 derniers mois, ça veut dire qu'on a recherché si vous avez eu la Covid. Si vous avez eu la Covid dernièrement, parce que c'est une contre-indication, il faut au moins de 3 à 6 mois après la Covid pour faire une vaccination, et vous ne faites qu'une injection du vaccin, quel qu'il soit, et vous recevez un certificat comme quoi votre schéma vaccinal est fini, et vous recevez aussi un QR code, puisque maintenant en France on a tous des QR codes qui sortent au fur et à mesure. Avez-vous reçu un vaccin dans les 2 dernières semaines? Évidemment, ça c'est une vraie contre-indication. C'est pas très gênant, mais enfin c'est mieux de ne pas faire une vaccination sur une autre parce qu'il faut respecter un délai de 14 jours. En général, si vous avez de la fièvre, c'est mieux de la mesurer. Il ne la mesure pas dans tous les centres. Voilà, c'est ce que je vous disais. Avez-vous des antécédents d'allergie? Voilà, ça c'est très important, je pense. Voilà. Présentez-vous des troubles de la coagulation? Ben, ça aussi, c'était sur l'AstraZeneca à cause des histoires des thrombos, de la baisse des plaquettes. D'accord. Et la contre-indication, êtes-vous enceinte? En fait, on peut vacciner maintenant à partir du 2e mois. Et l'allaitement, maintenant, cette question est obsolète puisque les avancées et les reculs qu'on a sur les femmes qui allaitaient, il n'y a pas de conséquences pour le bébé. Donc voilà, donc ça c'est des questionnaires adaptés, vous voyez. Bon, en France, il y a d'autres questions, il y a les cancers, il y a l'hypertension, il y a le diabète, il y a tout ça. Bon, après, je pense que dans un pays, il faut vraiment que, voilà, il faut adapter le questionnaire vraiment à la profil épidémiologique des maladies du pays, quoi. Il ne faut pas du tout aller faire des questionnaires idiots qui ne servent à rien. Alors, par contre, moi, ce que je conseille toujours, c'est, quelle qu'il soit la réponse, vous l'interrogez, quoi, parce que les 3/4 des personnes, elles ont toujours mis non, 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 non. En fait, vous reprenez le questionnaire. Si vous surveillez un centre de vaccination, vous surveillez quand le gars fait le questionnaire, qui lui repose bien les questions. Alors, la personne, elle n'est pas contente, elle hoche la tête et vous lui dites, écoute, je vous crois, mais je préfère vous l'entendre dire, et puis vous terminez et vous continuez votre questionnaire. Suivante, je crois que c'était la dernière d'ailleurs. Voilà, je vous montre là, c'est un peu le centre de Meudon, ça. Là, c'est l'enregistrement à gauche. Là, vous tournez vers l'escalier. Là, vous voyez les gens, ils ont une place, mais c'est un gymnase, donc on a vraiment de la place. Là, ils remplissent le questionnaire, ils rentrent dans les box. Dans les box, là, ils trouvent un médecin. Voilà l'injection. Vous voyez, l'aiguille, elle est assez longue, hein, donc il ne faut pas faire de pli cutané. Et ça, c'est la salle des chocs. C'est la Croix-Rouge qui l'a installée. Et moi, je vous remercie et je passe la parole à Anne-Sophie et à Sophie. Merci Bernard. Avant juste une dernière question, peut-être une clarification du public. Si je vous ai bien compris, l'administration du vaccin ne procure pas une immunité, mais réduit les risques de survenue des complications. Peut-être du coup une clarification sur ça. Alors, l'objectif de la COVID-19, c'est effectivement, il y a encore, la preuve, c'est que vous avez 95% d'efficacité, donc 90-95, donc il reste 10% de personnes qui peuvent être vaccinées et qui peuvent attraper la Covid. Il reste aussi des personnes qui se font vacciner et qui ont la Covid de suite après. Mais ça, ce n'est pas le vaccin, ça c'est autre chose. Ils avaient la Covid avant de se faire vacciner, ils ne le savaient pas, ou ils l'attrapent dans les 10 jours dans lesquels vous êtes en train d'acquérir la vaccination. Et oui, la clarification, je ne sais pas si j'étais clair, mais c'est pour moi, c'est ça. Parfait, merci beaucoup. Anne-Sophie et Sophie. Merci. Alors, on va juste continuer sur cette dernière partie du webinaire avec Sophie pour vous présenter toute la partie un petit peu engagement communautaire qu'on peut traiter justement dans le cadre de la vaccination. Donc, on va revenir un petit peu sur les grandes lignes
au niveau de la fédération, mais également sur tout ce qui a pu sortir avec la cellule d'analyse en sciences sociales. Donc, je vais laisser commencer Sophie. Ok, merci beaucoup. Donc, en termes d'engagement communautaire, les sociétés Croix-Rouge et Croissant-Rouge ainsi que la fédération sont bien placées pour soutenir les activités de vaccination. Parce qu'en fait, avec le réseau présent de volontaires et notre travail au niveau de la communauté, cela nous permet aussi d'atteindre les populations qui sont les moins accessibles. Et comme on a pu évoquer aussi dans la présentation, dans la partie précédente, et également, on peut mettre en place des stratégies avancées pour pouvoir atteindre le plus de personnes, et notamment les personnes les plus vulnérables. Comme vous savez, donc, nous sommes une organisation communautaire et nous avons un rôle clé en termes d'accompagnement des populations pour accéder aux informations en lien avec la vaccination, les raisons de la vaccination et les modalités de vaccination. Et cela nous permet aussi de pouvoir comprendre quelles sont les craintes, mais aussi quelles sont les informations clés que les gens ont besoin pour faire ce choix de vacciner ou non. Slide, s'il vous plaît. Donc, pour pouvoir accompagner et donner les informations appropriées au niveau des communautés, il est important de comprendre les perceptions des communautés sur la vaccination. Et ces perceptions peuvent être de différents ordres. En premier lieu, il faut comprendre que les informations qui ont été fournies peuvent être contradictoires et changeantes. Au cours d'une épidémie, il peut y avoir différentes informations et on a pu comprendre aussi avec la Covid-19, c'est une maladie aussi nouvelle, il y a eu différentes informations qui peuvent engendrer des incertitudes au niveau communautaire. Certaines informations, par exemple changeantes et contradictoires, on a pu comprendre qu'il y avait certaines modifications en termes de ciblage des populations sur la vaccination. On a pu avoir des modifications sur l'inclusion et l'exclusion des femmes enceintes, une priorisation sur les personnes les plus âgées. La question aussi de continuer d'avoir une vaccination et de demander aux personnes de continuer à pratiquer les gestes barrières, ou alors que avec la vaccination, il peut toujours avoir des risques de transmission du virus. Il y a également aussi d'autres facteurs, des facteurs de manque d'information attendue, comme on peut faire écho à l'information précédente de vaccination au risque de transmission du virus. Il peut y avoir des manques de compréhension sur les modalités de fonctionnement des vaccins et sur les différents types de vaccins aussi qui sont présentés. On peut aussi avoir des manques d'informations sur les effets secondaires des vaccins. Il peut y avoir certaines craintes du fait de l'apparition de fièvre et tout. Il y a certaines informations qui sont nécessaires de pouvoir d'être abordées sur la question de la priorisation ou pas de certaines personnes et sur l'efficacité de la vaccination. On peut avoir aussi une perception en termes de vulnérabilité du risque perçu, c'est-à-dire que certaines personnes peuvent ne pas avoir l'intérêt de se vacciner parce qu'ils peuvent se sentir pas forcément vulnérables par rapport à la maladie. Je suis en bonne santé, j'ai des faibles conséquences sur ma faibles conséquences au niveau de la maladie, je ne fais pas forcément partie des personnes les plus à risque. Également sur la question de sécurisation des vaccins, il y a eu pas mal de données qui nous ont montré que certaines personnes avaient peur donc de tomber malade après être vaccinées. Donc ça nous permet de voir aussi qu'il peut y avoir des vulnérabilités positives, de se dire qu'en se vaccinant, on peut avoir peur de développer la maladie, et d'autres des vulnérabilités de la non-sensation d'être vulnérable par rapport à un vaccin. Par rapport à la maladie, pardon. Next slide. Il y a d'autres facteurs qui sont beaucoup plus d'ordre social, d'ordre environnemental. Par exemple, on peut avoir certaines perceptions qui sont en lien avec les croyances. Elles sont en lien sur les croyances de quelles sont les croyances et les pratiques d'un groupe social ou de ce qui peut être approuvé ou désapprouvé au niveau de notre communauté. Donc, à ce jour, il est vrai qu'on a il est vrai que ça reste un facteur qui peut être, qui est pas forcément le plus important sur la perception qu'on peut avoir sur la vaccination, mais c'est un élément qu'il faut toujours prendre en compte.
un des facteurs aussi importants, c'est sur la manque de confiance envers les institutions. Si institutions, que ce soit au niveau des institutions sanitaires, mais aussi des pouvoirs publics, on a des risques de politisation de la vaccination. Donc, pouvoir avoir une confusion, en fait, de si on peut, par exemple, on peut avoir des événements politiques qui sont concomitants avec des campagnes de vaccination, et il peut y avoir une mauvaise perception de cette campagne de vaccination avec la perception qu'on peut avoir d'un gouvernement ou d'institutions ou de pouvoirs publics en place. Et donc, ça peut être un facteur aussi négatif sur la vaccination. Et enfin, les questions aussi d'accès à la vaccination. On peut avoir des défis en termes de disponibilité et d'accès, qu'on soit au niveau urbain ou rural. On n'a pas forcément la proximité en termes de centre de santé. On a pu aussi évoquer que voilà, quand on fait une campagne de vaccination, il y a certaines considérations en termes de chaîne du froid, de stockage. Donc peut-être qu'on ne peut pas forcément avoir des vaccins qui sont jusqu'au fin fond des centres de santé. Donc on peut avoir des défis. Et on peut aussi avoir certains accès en termes de prise de décision, qui prend la décision au niveau du ménage pour pouvoir vacciner tous les membres de la famille. Dans le cadre avec cette campagne, avec la maladie Covid-19, en fait, on a eu quand même, il y a énormément de publications, il y a énormément d'institutions qui ont été mobilisées pour pouvoir publier pas mal d'informations sur les perceptions communautaires par rapport à la différentes phases de la maladie, et notamment aussi par rapport à la vaccination. Là, par exemple, on vous montre quelques données qui sont tirées du rapport de février 2020 de PERC, donc c'est Partnership for Evidence-Based Response to COVID-19. Et on peut voir en fait qu'il y a certaines différences de perception selon les pays. On s'est rendu compte qu'en Guinée, en tout cas à la date à la publication en février 2021, on avait à peu près 86% des répondants qui déclarent prévoir de se faire vacciner lorsqu'un vaccin sera disponible. Certaines études ont souligné le fait que l'importance et l'impact de la vaccination pendant l'épidémie de Ebola avait aussi permis d'avoir une bonne vision de la vaccination. Ensuite, au Cameroun, on est plutôt à 35%, en République démocratique du Congo, 52%, Sénégal, 66% et Mozambique, 75%. On vous a mis aussi un autre exemple de publication. Là, ce sont aussi sur la carte du monde. C'est une carte qui est tirée du centre de communication de Johns Hopkins qui a fait donc une étude sur les connaissances, aptitudes et pratiques en termes d'acceptance du vaccin. Et on peut voir les différences selon les différents pays. Donc, ces différentes publications nous permettent d'avoir une meilleure connaissance avant même de pouvoir élaborer nos stratégies d'engagement communautaire, d'avoir déjà des pistes, de mieux comprendre, de se poser des questions, de savoir quels sont les facteurs sur lesquels on doit se reposer, quelles sont les hypothèses de perception des communautés sur lesquelles on doit se baser, et quelles sont les hypothèses qu'on va devoir vérifier. Donc, au niveau de la Fédération internationale de la Croix-Rouge, il y a aussi des outils qui sont disponibles, et Anne-Sophie vous présentera plus en détail dans les prochaines diapositives. Mais on a également des données qui sont partagées, et voilà, par exemple, des exemples de questions ou de préoccupations qui sont remontées des communautés. Des questions sur est-ce que les vaccins peuvent avoir des effets secondaires, ou est-ce qu'il est efficace contre la deuxième souche qui vient d'apparaître, est-ce que le vaccin est obligatoire et sinon personne ne peut aller dans les lieux publics. Donc il y a certaines préoccupations qui peuvent remonter et qui doivent être aussi répondues. Et on peut aussi avoir certaines croyances et certaines perceptions, comme ici vous avez les exemples de ce vaccin à la grande inconnue dont je ne vois pas pourquoi nous devons nous précipiter, ou le vaccin qui veulent nous injecter vient de Satan, elle contient une puce électronique, un signe de la marque de la bête, donc il est question dans l'Apocalypse. Donc toutes ces considérations sont importantes à intégrer dans nos actions de communication avec
la communauté pour pouvoir essayer vraiment d'apporter l'information la plus pertinente et apporter l'information qui est vraiment nécessaire au niveau des communautés. Et il est important de prendre ces différents facteurs en compte, les facteurs sociaux, les moyens d'information, les préoccupations des différentes communautés pour pouvoir aussi faciliter la pratique et de faciliter le choix au niveau des populations. Prochaine diapo. Donc ici, vous avez des exemples de tableaux de bord qui ont été développés par la fédération. Donc cet outil de collecte et de réponse des informations de niveau communautaire. Donc vous avez le lien sur diapositive et ça vous permet aussi de pouvoir voir les différentes exactement. Donc ça vous permet de voir les différents retours, les différentes perceptions qu'on peut avoir au niveau communautaire. Ça vous permet de voir un peu les différentes préoccupations qu'elles peuvent être d'ordre de rumeurs, de questions, de besoins d'informations complémentaires. Vous avez sur le tableau de bord, vous pouvez filtrer selon le pays. Vous avez différents types selon le genre, selon le pays, selon le type de feedback, donc qui vous permet aussi d'avoir ces analyses. Avant de commencer quoi que ce soit, vous avez déjà une riche documentation bibliographique qui est disponible pour pouvoir émettre vos hypothèses de quelle est mon action qui doit être, comment est-ce que je dois orienter mon action au niveau communautaire pour pouvoir répondre réellement aux préoccupations des personnes. L'idée, c'est de ne pas forcément donner des informations toutes faites, mais pouvoir avoir la capacité d'écouter activement les communautés et répondre à leurs préoccupations premières. Je vais vous laisser la parole à Anne-Sophie pour la suite. Alors, on va juste continuer sur la slide suivante. Alors, en effet, ce qu'on a pu voir juste sur les slides d'avant avec Sophie, c'est qu'on peut avoir beaucoup d'informations qui sont disponibles, qui sont aussi évolutives. On va également pouvoir, à travers les activités qu'on mène sur le terrain, on va pouvoir également collecter nous-mêmes aussi des données sur ces perceptions, sur les retours d'informations concernant la vaccination sur le terrain. Alors, qu'on mène justement des activités d'appui sur des campagnes d'information ou qu'on mette en place des activités de mobilisation sociale, notamment dans le cadre du volet CREC, on va pouvoir soit intégrer des mécanismes de retour d'information dans le cadre de ces activités, justement pour pouvoir collecter ces informations auprès de la communauté même. On peut également aussi inclure, travailler sur des enquêtes de perception plutôt ponctuelles pour également pouvoir remonter de l'information. Donc, c'est deux types que ce soit sur les mécanismes de retour d'information ou sur les enquêtes de perception, c'est des choses qu'on va pouvoir aussi inclure dans nos activités. Alors, juste un autre exemple également, si ça peut arriver que sur certaines délégations qu'on appuie également des lignes d'assistance, on peut justement également inclure des mécanismes de suivi justement de ces réactions qui vont permettre aussi de collecter de l'information en continu. Alors, slide suivante. Alors justement, je vous parlais un petit peu des deux types de configuration qu'on peut avoir. En effet, on peut avoir justement un processus qui va plutôt être ponctuel. Si on travaille sur des enquêtes, ça peut être des enquêtes de baseline, des enquêtes de suivi aussi qu'on va pouvoir inclure au fur et à mesure pour évaluer, pour suivre en tout cas les évolutions des perceptions qu'on pourrait aussi avoir au niveau de la communauté. Donc là, en effet, on va plutôt travailler sur les perceptions concernant la vaccination, avec justement soit une approche quantitative, si on cherche à avoir un échantillon représentatif de la population, de la communauté sur laquelle on peut travailler, mais on va également pouvoir compléter avec une approche qualitative, notamment des focus group, des entretiens semi-directifs, qui vont permettre de creuser un peu plus dans le détail pour comprendre, avoir un peu plus d'éléments explicatifs, on va dire, sur les données chiffrées qu'on pourrait avoir à collecter. Donc ça peut plutôt être sur un processus, on va dire, ponctuel, contrairement au mécanisme de feedback communautaire, qui va plutôt être un processus continu,
et qu'on pourrait justement intégrer dans nos activités. Alors, ça peut être des activités qu'on peut mener sur de la mobilisation sociale, sur des sensibilisations autres, mais ça peut également être intégré sur, par exemple, l'activité psychosociale. Ça peut être également transverse à d'autres secteurs thématiques. Alors justement, sur ce processus, on va dire comment se passe cette boucle sur justement les retours d'informations. Donc, on va pouvoir collecter des informations via les volontaires qui sont sur le terrain, qui sont dans leur propre communauté, et ensuite pouvoir justement analyser ces informations, les partager aussi avec d'autres acteurs, et également, ensuite, une fois qu'on a fait cette phase d'analyse, de partage, de pouvoir être dans une phase d'action où on va pouvoir également adapter nos activités en cours. Ouais, c'était juste pour vous donner un petit peu une image, en tout cas, sur les deux process qu'on peut utiliser en fonction des besoins et en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Juste de retenir en effet que sur ces perceptions, ce qu'on a pu voir et ce que vous disiez justement juste avant aussi, Sophie, c'est que ça évolue très rapidement. Que ce soit les perceptions de la vaccination, de la maladie. Et c'est pour ça que justement, les processus de collecte d'informations vont nous permettre d'être à jour pour pouvoir adapter au mieux nos activités de communication, que ce soit sur les différents canaux ou même sur le contenu même de l'information qu'on souhaite partager, mais également sur le plaidoyer à faire à différents niveaux. Slide suivante. Tu peux continuer. Alors justement, dans le cadre de ces enquêtes, de ces analyses de perception, on va avoir également un focus qui va pouvoir se porter sur les campagnes de vaccination avec voilà, qui va être plutôt opérationnel. On va cibler notamment la demande et l'acceptation également du vaccin, en ciblant bien sûr les adultes, mais pas seulement. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir un petit peu l'évolution des perceptions au sein même des professionnels de santé. Donc, comme on a pu voir juste avant, ce qui va être important, c'est qu'on puisse en effet collecter aussi bien des données qualitatives que des données quantitatives, avec justement voilà, un intérêt complémentaire, on va dire, pour arriver à mieux comprendre, on va dire, les comportements et aussi derrière les options de réponse qu'on peut apporter. Le deuxième point important, ça va être en effet, dans le cadre de ces enquêtes de perception, d'avoir des questions finalement qui sont très orientées sur l'opérationnel, sur l'action. Par exemple, voilà, de savoir de quelles informations les communautés ont besoin d'avoir à travers, quels sont les canaux de communication aussi les plus appréciés, d'identifier également les craintes, les questions pour avoir une meilleure visibilité sur comment on peut y répondre. Un autre point important, ça va être également bien sûr d'impliquer, on va dire au maximum les acteurs clés dans ces enquêtes. Si on a justement si on souhaite développer une stratégie aussi de communication qui est plutôt portée au niveau régional, au niveau provincial ou au niveau district, on va aussi pouvoir adapter le dimensionnement de ces enquêtes-ci. Un autre point très important, et ça justement qui peut être partagé aussi bien au niveau de la fédération qu'au niveau de la cellule d'analyse en sciences sociales, c'est justement quand on collecte aussi ces informations, quand on fait ces analyses sur le terrain, de ne pas se concentrer uniquement sur la Covid-19, mais également de pouvoir aussi suivre un petit peu les impacts qu'on pourrait avoir sur la vaccination de routine. Et donc notamment voilà, de voir si on constate des impacts négatifs ou non sur l'itinéraire thérapeutique. Alors, sur ça, on peut, comme vous savez, on peut avoir beaucoup de données, notamment avec le DHIS2. On peut justement collecter des informations sur la participation vaccinale de routine avant l'épidémie, de suivre ça aussi au fur et à mesure pour voir quels sont un petit peu les effets qui sont observés. Parce que souvent, ce qu'on a pu voir, voilà, c'est que quand on se concentre voilà, que sur la vaccination, par exemple, dans le cadre d'une épidémie, on a tendance à mettre un petit peu de côté la vaccination de routine. Sauf que voilà, on a pu voir dernièrement qu'on a eu aussi pas mal de pics de rougeole, d'autres épidémies. Donc, il y a cette importance de maintenir aussi bien voilà, la vaccination de routine également dans le cadre des activités de communication qu'on peut mener. Et donc, après également, voilà, on peut avoir ces données-là, en tout cas, pour avoir
cette analyse, de mesurer un petit peu les effets observés sur nos terrains d'intervention, et également de voir aussi sur tout ce qui va être gestion du stock, également au niveau des structures de santé, de pouvoir suivre ça de plus près. Alors, je voulais peut-être juste reprendre un exemple aussi dernièrement sur le cadre de la Guinée, où justement on souhaitait pouvoir, dans le cadre d'un dépôt de projet, inclure en tout cas des enquêtes de perception, notamment sur la vaccination. On s'est rapproché notamment de la cellule d'analyse en sciences sociales, donc au niveau de la CAS. Et donc, ce qui était intéressant, voilà, c'est qu'on a pu voir justement qu'au niveau de cette cellule-là, il avait déjà fait aussi un travail très intéressant de questionnaires qui ont pu être développés sur ce type d'enquêtes qui peuvent être faites sur le terrain, assez simples et vraiment plutôt ciblées sur l'opérationnel, sur lequel on va pouvoir aussi s'inspirer, adapter en fonction de nos contextes, mais on part déjà de quelque chose qui est fait. Et notamment, le lien qu'on va avoir aussi avec la Guinée, ça va être justement de pouvoir retravailler le contenu même de la méthodologie, des questionnaires qui vont être utilisés sur le terrain, pour justement que les données qu'on va pouvoir récupérer puissent aussi participer à la recherche un petit peu d'informations, d'évidence au niveau de la CAS, pour aussi être utile plus globalement au niveau pays. Donc ça, ouais, ça peut être aussi intéressant, même si on souhaite le faire sur d'autres zones, qu'on puisse justement avoir un petit peu ce travail rapproché aussi avec la CAS pour avoir des données qui permettent en tout cas de faire avancer un petit peu la collecte de ce type d'informations. Alors, slide suivante. Alors, peut-être juste pour revenir en effet sur le mécanisme de retour d'information, les mécanismes de feedback communautaire. Pour beaucoup, on avait entendu parler depuis le début de la Covid-19. Et donc, justement, de revenir assez brièvement sur les différentes étapes du mécanisme, et notamment sur tous les outils qu'on peut avoir de disponibles avec la fédération. Alors, notamment quand on travaille sur ce type de mécanisme, pour justement collecter de l'information au niveau des communautés, on va avoir une phase d'encodage, on va dire, de traitement de ces données qui vont réaliser. Alors, avec la production de support pour pouvoir aussi capitaliser les différentes informations qu'on pourrait collecter, mais aussi important, c'est de pouvoir partager ces informations avec les autres acteurs pour que ce soit aussi utile sur d'autres activités complémentaires qu'on pourrait mener sur une même zone d'intervention. Et ensuite, la phase aussi importante, ça va être de traduire justement ces retours d'informations sur quelque chose de concret. Comment est-ce qu'on adapte nos activités? Comment est-ce qu'on adapte notre communication en fonction des informations qui ont pu remonter? Donc, par rapport à ces mécanismes de feedback, je vous ai juste remis les liens, vous les aurez après la présentation, avec justement tous les outils qui ont été produits par la fédération. Donc, avec un manuel, mais qui est très pratique, en fait, pour chacune des étapes, qui vous oriente vers les outils qui sont disponibles. Alors là, c'est dans la configuration, si on est sur une zone où on n'a pas forcément de mécanisme en place. Depuis 1 an et demi, il y a quand même pas mal de choses qui ont pu avancer avec le mouvement Croix-Rouge, avec la fédération. Donc, sur certains pays, on a déjà des mécanismes qui sont en place. Donc, justement, l'intérêt, c'est de pouvoir se greffer sur ces mécanismes existants, de pas forcément faire quelque chose de parallèle, mais de s'intégrer au maximum sur ce qui existe déjà. Et donc, après, sur ce package d'outils, on a également des éléments aussi sur tout ce qui est un petit peu les indicateurs qu'on peut utiliser habituellement, un petit peu en format de catalogue, et puis également aussi sur des enquêtes de suivi sur l'acceptation du vaccin. On a également aussi des exemples d'enquêtes types qui peuvent aussi être reprises, et puis également des documents pour pouvoir un petit peu capitaliser sur ce qu'on appelle les foires aux questions, qui permettent de recenser un petit peu les questions remontées et comment on peut répondre justement à ces questions. Alors, slide suivante. Alors, justement, pour revenir un petit peu sur les étapes clés des mécanismes de feedback,
En effet, on a tendance souvent à se concentrer sur une partie qui est évidente, c'est justement sur la remontée de ces informations de la collecte, enfin des communautés. Alors, ces remontées d'informations, en effet, vont pouvoir se faire de par les volontaires qu'on a sur le terrain, qui travaillent déjà sur des activités de communication ou d'autres activités sur le psychosocial, sur la surveillance à base communautaire. Et donc, finalement, ces volontaires sur le terrain vont être aussi des sources d'informations pour pouvoir remonter ce type d'informations. On peut avoir des volontaires, des superviseurs qui vont permettre aussi un petit peu d'appuyer et d'encadrer cette remontée d'informations, et même aussi des points focaux sur certains pays. Ça dépend du type de configuration, mais c'est aussi possible. Ensuite, on va dire les deux phases les plus importantes et qui ne sont pas à négliger. Souvent, on a tendance à mettre beaucoup d'énergie sur la remontée des informations, mais finalement, le traitement et l'analyse et ensuite l'adaptation de nos activités, ça va être finalement la très grosse partie du travail pour pouvoir assurer la fonctionnalité de ce type de mécanisme. Donc, le fait de travailler, on va dire, sur le traitement et sur l'analyse, ce qui va être aussi très important, c'est que ça puisse redescendre au niveau des volontaires et qu'il puisse y avoir des sessions d'échange régulièrement, alors que ce soit hebdomadaire, bimensuel, mensuel, ça va dépendre un petit peu de la phase dans laquelle on se trouve et du besoin. Mais ça va être également très important pour pouvoir rediscuter de ces analyses et également pour accompagner le renforcement de capacité aussi des volontaires sur le terrain, ne serait-ce que sur l'adaptation un petit peu des messages qui vont devoir se faire au fur et à mesure de l'épidémie de la vaccination. Ça va être évolutif. Et donc, on va également devoir le prendre en compte. Et dans le cadre de ces sessions d'échange avec les volontaires, ça va être une partie importante du travail qui pourra aussi être compilée sur un document un petit peu foire aux questions pour justement appuyer les volontaires aussi sur comment répondre à telle ou telle question auxquelles ils pourraient faire face dans la communauté. Et donc, justement, sur ce travail de traitement d'analyse, vous voyez que finalement, c'est l'ensemble de l'équipe projet qui va avoir un rôle très important, que ce soit l'équipe projet, mais également les chefs de sous-délégation. Finalement, tout le monde va être impliqué, également, bien sûr, avec la Société nationale qui est au cœur même du processus. Mais ça va nécessiter une mobilisation de l'ensemble de l'équipe. Une fois qu'on a fait cette phase-là de traitement d'analyse, l'autre grosse partie du travail, ça va être également de pouvoir adapter les activités, soit qui sont prévues, ou alors les activités qui sont en cours de déroulement. Alors, on a beaucoup parlé justement tout à l'heure sur ce qui est ressorti sur les activités prévues ou réalisées avec les sociétés nationales, c'était notamment des activités de sensibilisation, de dialogue communautaire. Et notamment, ces mécanismes de feedback vont nous permettre de pouvoir mieux cibler les thématiques qu'on va pouvoir aborder dans ces dialogues communautaires pour pouvoir justement répondre aux différentes interrogations et aux besoins d'information des communautés. Un autre exemple d'adaptation, ça va être également de pouvoir appuyer l'orientation des émissions radio interactives. Et donc, on a des exemples justement dans différentes délégations où on n'est pas forcément en lead sur les émissions radio parce que c'est déjà porté par d'autres acteurs, mais justement, ça va être le lien intéressant où nous, on peut travailler sur les mécanismes de feedback et justement appuyer les autres acteurs en ciblant, on va dire, un petit peu les besoins thématiques qui seraient intéressants d'aborder dans ce cadre-là. Un autre point aussi important, c'est que justement, ces mécanismes de feedback vont également nous permettre de mieux s'adapter sur les canaux de communication et sur les personnes qui vont permettre de transmettre ces informations. Et ça peut également être évolutif au cours de l'épidémie. Donc, c'est de pouvoir le prendre en compte et d'apporter les adaptations nécessaires. Aussi, dans un autre cas de configuration, on pourrait aussi très bien, en fonction des informations qui vont remonter, de pouvoir aussi travailler sur des plans d'action communautaires. Alors, ça peut être soit au niveau des collectivités, à différents niveaux, mais ça peut être aussi quelque chose qui est envisageable et sur lequel on peut aussi se baser en fonction des informations identifiées. Donc voilà, tout ça pour finalement revenir, c'est-à-dire que même quand on a fait ce travail d'analyse, d'adaptation de nos activités, on va également continuer à avoir justement ce travail de consultation des communautés. Finalement, c'est une boucle qui se répète en continu.
Juste un dernier point, en effet, on mettait un petit peu en effet l'accent sur les personnes qui vont être impliquées dans ce type de mécanisme au niveau de terrain. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en effet, l'implication du projet, ça c'est sûr, elle est importante auprès de toute l'équipe, mais également le fait d'avoir une ressource, par exemple un DMI un petit peu expert en CREC, peut vraiment être utile. Alors, soit sur la mise en œuvre sur l'ensemble du projet, si c'est possible. Dans certains cas, on est parfois aussi bloqué en termes de budget, mais on peut envisager ce type d'expertise peut-être sur quelques mois pour pouvoir mettre en place le mécanisme, assurer un peu une certaine stabilité sur la phase de traitement, d'analyse, pour qu'ensuite ça puisse se dérouler avec l'équipe projet en place. Ouais, c'est juste de penser que tout le monde peut s'impliquer en effet sur la CREC, mais que voilà, sur certaines étapes, et notamment la mise en place du processus, le traitement, l'analyse, on va également aussi avoir besoin d'expertise en CREC pour justement assurer la fonctionnalité de ce système. Voilà, slide suivante. Et voilà, juste pour terminer, c'était, bon, ça vous aurez la présentation bien sûr. On vous a juste remis un petit peu voilà, des ressources clés au niveau de la fédération qui existent justement sur la vaccination Covid-19. Voilà, vous avez différents les packages justement avec tous les outils disponibles sur les feedbacks communautaires, des documents qui ont déjà été produits aussi sur les questions-réponses concernant la vaccination contre la Covid, voilà, et différents manuels supports qui peuvent vous être utiles. Merci beaucoup Anne-Sophie et Sophie. Alors pour l'instant, il n'y a pas de questions qui est remontée dans le module questions-réponses, donc c'est que c'était extrêmement clair. En tout cas, merci beaucoup. S'il y a d'autres questions dans le public pour cette partie ou pour les précédentes, n'hésitez pas. J'ai une question au public, en fait. Alors, tu ne vas pas pouvoir poser la question au public parce que le public ne pourra pas répondre, malheureusement. Bon, alors je vais. Non, mais je m'interroge beaucoup sur tout ce qu'on a vu là. Je suis tout à fait d'accord, bien sûr. Après, ce que nous, on a remarqué quand même sur les pays, vous avez vu sur la carte que tous les pays qui étaient les plus sensibles à la vaccination, c'était ceux qui avaient eu le plus de Covid et c'est ceux qui ont eu le plus de vaccins. Donc, il y a quand même une forte corrélation entre la peur de la maladie et la réticence du vaccin. Et il est évident que comme en France, dans la première vague, il y avait peu de gens qui étaient affectés par la Covid, peu de gens étaient sensibilisés, mais au fur et à mesure que autour de vous, la Covid se rapproche jusqu'à, pour certains de nous, à l'avoir eu, il est évident que c'est le meilleur moyen de sensibilisation qui a fait qu'en France, la vaccination, maintenant, les gens se battent pour venir se faire vacciner pratiquement. Ensuite, et que le noyau a beaucoup baissé alors qu'il était de 60% dans la première phase. Quand on a parlé de la vaccination, je peux vous dire que maintenant, il y a plutôt une réticence à 20% maximum. Donc ça, c'est la première chose. Et je me demandais, donc, et pourquoi aussi? Parce qu'il y a une visibilité énorme sur la Covid. Il y a pas, et je crois qu'il y a eu 2 jours dans l'année où les radios se sont permis de ne pas parler de la Covid. Et sinon, tous les jours, on en entend, que ce soit le passeport, que ce soit la vaccination, que ce soit les hospitalisations, etc. Et l'autre fait, je peux me poser la question en Afrique, le problème, c'est la visibilité. Est-ce que cette maladie, elle est vraiment montrée aux informations? Est-ce que les gens la connaissent? Est-ce qu'ils l'ont vue? Ou c'est encore trop loin de leur foyer parce qu'il n'y a pas assez de cas? C'est pas assez visible ou c'est confondu avec d'autres maladies? Est-ce que quelqu'un peut me répondre à cette question? Anne-Sophie, peut-être? Ou ta collègue, Sophie? Allô? Peut-être repréciser un peu, parce qu'il y a une question de temporalité. Il y a eu des temps un peu différents sur la question de Covid-19. Est-ce qu'il est possible de repréciser un peu la question? La question, c'est de dire quelle est la visibilité de la Covid dans les pays d'Afrique? Est-ce que ça se voit? Est-ce que ça parle à tous les gens ou ça parle que dans les gens dans les centres urbains? Est-ce que dans les campagnes, on en a entendu parler, on a vu des cas? Est-ce que les gens voient des cas ou bien les cas sont assez sporadiques pour ne pas être vus par les autres? Et donc, c'est très difficile si tu n'as pas peur de la maladie de renverser ton envie de te faire vacciner, quoi, tu vois, voilà. C'est clair ou non? Non, pas trop.
Si, après, c'est juste que sur ça, en effet, c'est un petit peu ce qu'on présentait, mais il y a tellement de facteurs finalement qui rentrent en jeu là-dessus. Pour la CREC, est-ce que c'est pas un frein? Est-ce que à la télé on en parle tous les jours? Est-ce qu'on montre dans vos pays, je ne sais pas, au Sénégal je suppose, mais par exemple d'autres pays ou le Cameroun où je vois qu'ils sont les plus réticents, comment ils montraient la maladie par exemple? Ça aurait été intéressant d'avoir le point de vue de Salia, mais bon, puisqu'il ne peut pas s'exprimer, au moins qu'ils répondent peut-être par les questions-réponses. Voilà. Après, bon, je ne parle pas des délégations parce que vous voyez bien que je ne sais pas combien de personnes sont autour de ce Zoom, 36 avec les conférenciers ou 26, 37, 36 avec les conférenciers. Mais si on fait le compte, on est quand même un certain nombre à avoir déjà eu la Covid. Donc, évidemment, nous, on est sensibilisés, mais il est évident que quand vous avez eu quelqu'un de très proche qui a eu la Covid, c'est sûr que vous avez envie de vous faire vacciner. C'est différent. Voilà. En fait, c'est ce qu'on essayait d'évoquer aussi précédemment. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent rentrer en jeu. Il y a la question de la vulnérabilité par rapport au risque. Donc, c'est ce que tu es en train d'évoquer, d'avoir une proximité avec la maladie peut renforcer la vulnérabilité par rapport au risque. Et donc, là aussi, c'est une question de, OK, si j'ai envie d'être vacciné, mais est-ce que le vaccin est disponible près de chez moi? Où est-ce que j'habite? Donc, ça peut être un facteur. Il peut y avoir aussi un facteur de confusion entre des annonces au niveau du gouvernement concomitant avec le départ de la campagne de vaccination. Donc, en fait, le refus de la vaccination peut être aussi en lien avec une défiance par rapport au pouvoir. Donc, il y a vraiment différents, il n'y a pas un seul facteur qui peut rentrer en jeu et c'est important de premièrement considérer les différents facteurs, que ce soit la vulnérabilité par rapport au risque, l'impact social, l'environnement. C'est pour ça aussi qu'il est important, c'est de pouvoir écouter et de pouvoir dialoguer. C'est un peu l'approche qu'on essaie d'évoquer, c'est de pouvoir de prendre en compte le contexte et de pouvoir dialoguer avec les communautés pour essayer de comprendre quels sont les différents facteurs et quels sont vraiment les besoins de la formation, quelles sont leurs perceptions par rapport à la maladie, par rapport à la vulnérabilité de la maladie, par rapport à la vaccination. Et à partir de là, on peut essayer d'avoir un travail avec les personnes clés dans la communauté avec lesquelles les gens qui sont des personnes de confiance au niveau de la communauté. C'est vraiment tous ces éléments à prendre en compte. Et au cas par cas, en fonction des zones, même au sein d'un pays, on peut avoir des choses très différentes d'une zone à une autre. Quand on dit le Cameroun, voilà, entre le nord, l'extrême nord, l'est, l'ouest, le centre, finalement, on peut. Et c'est pour ça que justement, ces mécanismes-là permettent justement d'avoir une approche un peu plus adaptée. Justement, est-ce que vous avez des résultats concrets sur ce mécanisme? C'est-à-dire, est-ce qu'on a quelque part un document, par exemple, qui dit au Cameroun, je dis n'importe quoi, dans la zone nord, c'est 50%. Pourquoi? Parce qu'il y a ça, tel facteur, tel facteur. Est-ce que ça, c'est répertorié quelque part? Est-ce qu'on peut trouver ces résultats des enquêtes CREC, etc., et des mécanismes? Oui, en fait, c'est tous les documents qu'on vient de présenter, que ce soit les publications qui ont été faites au niveau global de PERC, de Johns Hopkins Center. Il y a aussi Social Science in Action. Il y a aussi le dashboard de la fédération qui donne des informations. Il y a la CAS au niveau de l'UNICEF qui travaille activement au Congo, mais aussi en Guinée pour essayer de travailler sur ces effets-là. Il y a également au niveau des CREC, donc, parce que c'est aussi un des piliers du système de coordination d'épidémie. Donc, il y en a dans tous les pays. Normalement, il y a une CREC, une commission CREC qui est en place. Il y a énormément de choses. En fait, c'est vrai que même sur le dashboard qu'on vous a présenté au niveau du mouvement de la fédération, en fait, il est tout récent, on l'a récupéré juste il y a quelques jours sur ce lien. Mais en tout cas, c'est une vraie source d'information. En allant dessus, on peut avoir beaucoup d'informations en fonction des pays. Donc, on a déjà pas mal de choses qui sont accessibles. Et surtout, il faut prendre en considération que les choses sont évolutives. Ce qu'on disait en début d'épidémie, il n'y a pas forcément les mêmes perceptions sur l'existence de la maladie. Aujourd'hui, il y a on peut avoir des questions sur l'existence de la maladie, mais qui sont peut-être plus en lien avec les différentes vagues de la maladie. Donc, ce sont tous ces éléments. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un vrai dialogue avec la communauté, de pouvoir proposer aussi il y a énormément de publications qui sont disponibles, il y a énormément d'échanges qui doivent être faits au niveau des commissions CREC.
et de prendre et de considérer que c'est une approche itérative. Ce qu'on pensait au début de l'épidémie, les approches de sensibilisation des informations que l'on fournissait ne doivent absolument pas être les mêmes aujourd'hui, parce que les choses changent. En tout cas, merci à tous pour ces commentaires très intéressants, et notamment ces derniers commentaires, puisqu'on arrive il est 15h32 au terme du coup du webinaire. Merci à tous en tout cas pour votre participation. Si vous avez des questions qui vous viennent ou des questions auxquelles on n'aurait pas répondu, n'hésitez pas à écrire sur l'adresse pour les questions qui va vous être envoyée par mail à l'issue du webinaire, ou qui vous a déjà été envoyée par mail quand vous êtes inscrit. N'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on puisse vous envoyer tout ça. Bernard, le mot de la fin? Oui, en tout cas, je vous encourage vivement à vous faire vacciner contre la Covid, qui que vous soyez. Et vous devez comprendre que c'est vrai que nous, on est très favorable à la vaccination, et que c'est vrai que il ne faut pas hésiter à se faire vacciner où que vous soyez. Et si vous avez besoin d'informations sur les vaccins qui pourraient vous être injectés, n'hésitez pas à consulter le pôle santé. En tout cas, on vous remercie de votre fidélité. On espère vous avoir apporté des éclaircissements, et n'hésitez pas à nous poser des questions en direct si vous le voulez. Voilà. Merci à tous, et vous aurez également le support de la présentation disponible avec le replay sur le portail Expertise Internationale. Merci à tous et bonne suite d'après-midi. Et à bientôt pour le prochain webinaire. Merci à tous et à toutes. Merci à toutes et à tous.